Teu sol nunca vai parar de brilhar como o meu coração. Eu sei que o mundo não vai parar de girar como o meu coração. François, mais que s'est-il passé en 1982? Ah mais ça, c'est ce que je ne vais pas vous dire. Donc, je vais penser en fait, notre été 82, c'est un récit. En fait, moi, ce qui m'intéresse, ce qui me fait écrire, c'est vraiment la vie, raconter la vie. Et donc, tout ce que j'écris est vrai. En fait, tout ce que j'écris est vrai. Donc, il y a des gens qui disent que c'est très très ennuyeux d'écrire ce qui est vrai. Donc, je ne présente déjà mes excuses si vous trouvez que c'est vraiment très ennuyeux, la vraie vie. Et donc, en fait, le récit est construit en deux parties. Et exactement au milieu du bouquin, il y a un événement qui se passe pendant l'été 82, c'est un événement catastrophique pour un groupe de jeunes qui est là sur la couverture, auquel j'appartenais, et qui, comme tous les groupes de jeunes, à un moment donné, à force de traîner ensemble, finit par transgresser un certain nombre de valeurs, finit par se disputer et faire des choses qu'il regrettera très longtemps, enfin tout le monde regrettera très longtemps. Et donc voilà, ce qui se passe pendant l'été 82, je ne pensais pas l'aborder maintenant, et je pensais vous lire le tout début et la fin, parce que ça pose un peu la problématique, et puis finalement on voit ce qu'il en est. Alors, si vous devinez tout ce qu'il y a entre, c'est que effectivement c'est très ennuyeux et il ne faut pas écrire la vraie vie. Oups. Alors, si après le tout début vous n'en pouvez plus, on n'ira pas à la fin. Hein. Le soleil déclinait. Il n'était que 6 heures, mais en ce début d'avril, les ombres étaient déjà longues. La tête du type me semblait familière. Impossible pourtant de mettre un nom sur son visage. Alors que je descendais du bus, nos regards s'étaient croisés. Assis dans l'aubette, il fumait un énorme cigare, ce que ma mère appelait des bâtons de chaise. Il avait dû percevoir mon hésitation et s'était avancé en me tendant la main. « Cher ami, quelle bonne surprise! Comment vas-tu » Ma main était fermement serrée dans les siennes. Et j'étais désormais certain de ne pas le connaître. Il continuait, « Tu ne vas pas le croire. Mais je suis au chômage depuis presque 2 ans, tu te rends compte ?» Le neveu d'Abraham Calico au chômage, à 54 balais en plus. Je n'ai pas voulu faire jouer mes relations. Abraham m'avait fait entrer dans l'entreprise, tu te souviens, hein, chez Pluvico, à Rode-Saint-Genès. J'y suis resté 28 ans. Ces salauds ont attendu sa mort pour me débarquer. Alors quant à mon cousin, tu te rappelles sûrement le genre de sale type que c'est. L'homme parlait maintenant à vive allure, comme s'il avait eu peur que je parte sans avoir entendu le fin mot de l'histoire. Il m'était décidément étranger, et j'avais de la peine à imaginer que lui puisse me connaître. Il semblait probable qu'il veuille m'extorquer de l'argent. Coiffé d'une casquette sans forme, il portait un jeans et une chemise à carreaux. Ses vêtements étaient propres et repassés, mais assez usés, et sa diction parfaite, quoique marquée par un accent bruxellois prononcé. Je l'ai écouté une demi-heure, debout sur la place Flagey. Il y avait de la souffrance dans son histoire, et cette conversation impromptue paraissait le rendre heureux. Je n'ai pas su son nom, ni même où nous étions supposés nous être connus. Peut-être n'était-il pas dû. Nous nous sommes quittés en nous promettant de nous donner des nouvelles. En remontant la chaussée d'Ixelles, ce soir-là, je pensais au neveu d'Abraham Calico. Quelle fatalité avait pu l'amener à aborder un inconnu en soutenant dur comme fer qu'ils étaient vieux copains. Sans doute l'avais-je déconcerté en entrant dans son jeu sans sourciller. Ce besoin de raconter sa vie au premier venu m'intriguait. L'imagination aidant, il me semblait évident que le neveu d'Abraham souffrait d'une terrible solitude. Il s'était inventé un ami avec qui partager ses souvenirs. Un travail de mémoire, certes dérisoire et inefficace, mais qui m'apparaît avec le recul comme une tentative désespérée de partager une émotion. À 54 ans, il était inutile et abandonné.
Au moment de tourner le coin de ma rue, j'en étais à me demander si un jour je pourrais être à la place du neveu. Qui m'écouterait? Un pauvre idiot inconnu sorti d'un bus? Se pourrait-il que moi aussi je n'ai plus d'amis avec qui parler? Avril est souvent décevant. On espère le printemps alors que le soleil chauffe à peine. On range les couvertures de laine et les nuits, le froid nous réveille. Les derniers frimas transformaient cette rencontre improbable en début de déprime. J'ai allumé YouTube et Laurent Mvoula a chanté pour la lune afin que les étoiles brillent. Et si vous avez le courage, je vous raconte la fin. Donc l'histoire est tout à fait vraie, hein. Tout est vrai dans l'histoire d'Abraham Calicot, sauf qu'il ne s'appelle pas Abraham Calicot, vous l'aviez deviné. Il y a sans doute quelque chose de puéril dans cette quête, il faut bien que je me l'avoue. Le syndrome du meilleur ami renvoie à la légende des cours de récréation, de la petite école, lorsque nous échangeons des serments que nous voulions virils et que Christian succédait à Fabian dans mon panthéon personnel, bientôt détrôné par Alain. Massimo boudait lorsque ma soudaine proximité avec Rudy le rendait jaloux. Nous finissions au coin, punis pour nous être battus, et nous jurions de ne plus jamais nous parler. Le bal d'enfants annuel nous permettait de renouer. Je prêtais mon sico à amorce à Serge et Christophe me laissait jouer avec son harmonica de cow-boy. Et puis de quelle amitié parle-t-on? Comment définir cette relation particulière, cette proximité absolue? Au fond, ne suffit-il pas que nous soyons heureux de nous voir, que j'étreigne Vincent ou Antoine lorsque nous nous retrouvons après des mois ou des années? Que nous reprenions une vieille discussion et nous rassurions en constatant que nous sommes toujours complices? L'amitié a-t-elle besoin de permanence, de la permanence de la rencontre, de rendez-vous fréquents, d'un contact suivi, ou suffit-il qu'elle existe? Chacun à leur manière, Denis, Rudy, Vincent, Dominique, Calogero, Alex, Antoine, Roland, Étienne et tous les autres m'avaient aidé à grandir, à découvrir des horizons encore inexplorés. Mais est-ce parce que quelqu'un nous ouvre une porte qu'on doit la passer avec lui? Certaines relations étaient sans doute liées à des moments de vie, et leur disparition s'inscrivait dans un cycle naturel. Thibaut avait été consolateur à un moment où j'avais perdu toute foi en moi-même. Pascal m'avait ouvert les yeux sur une réalité sociale dont j'ignorais tout. Il avait fait de moi un partageux. D'autres amitiés plus profondément ancrées n'avaient pas été suffisamment entretenues. Depuis 35 ans, je me racontais que ma capacité à m'abandonner en toute confiance s'était effondrée lors d'une après-midi ensoleillée de juillet. Sans doute n'était-ce pas aussi simple, même si j'avais souvent observé que les grands tournants psychologiques ont une cause singulière, qu'ils se rattachent à un événement fondateur avant de prendre des formes multiples et d'emprunter les chemins les plus inattendus, brouillant les pistes de notre entendement. Mes souvenirs m'ont accompagné partout. J'emportais ma vie dans ma besace comme si le moment présent ne trouvait son équilibre qu'en étant bien arrimé au temps révolu. Pour autant, je n'étais pas tourné vers le passé, il n'y a aucune nostalgie dans cette inclination. Ni ancien scout, ni ancien élève, je n'ai pas fréquenté les réunions d'alumni ou les soirées de retrouvailles savamment montées par les inscrits de copains d'avant. Les récits de vie m'ont toujours fasciné. J'ai dû voir 5 fois l'Amelio Gioventù, une saga familiale qui évoque 40 ans de l'histoire d'Italie. J'ai lu et relu La rencontre des hommes, le roman autobiographique de Benigno Cáceres. Un frisson me parcourt à chaque fois que j'écoute Charlie Lee Couture chanter « J'ai les pieds gelés mais je me souviens » du mois d'août 75. Eternal Sunshine of a Spotless Mind, un film où Jim Carrey lutte pour conserver la mémoire dont un médecin l'a privé pour le soigner, continue de m'émouvoir 12 ans après sa première projection. Finalement, on n'a rien d'autre que nos histoires. Elles nous donnent l'illusion que la vie a un sens. Le regard porté sur les décennies écoulées permet de le mesurer. Mais ces histoires charrient aussi des sensations terrifiantes, des traumatismes et des souvenirs qui nous font peur et avec lesquels il nous faut définitivement avancer. Les événements de l'été 82 n'ont que le sens que je leur ai donné dans ma geste personnelle. Ils auraient pu s'enfoncer au plus profond de ma mémoire et les émotions qu'ils avaient fait naître seraient restées enfouies dans un recoin mystérieux de mon cerveau. Et sans doute que cela n'aurait pas empêché mes amitiés adolescentes de tomber dans les oubliettes de la vie. Et peut-être même me serais-je révélé incapable de bâtir cette relation fusionnelle qui probablement relevait de l'utopie. Durant l'été 82, quelque chose est mort en moi. Subitement, j'ai pris conscience de ma capacité à faire du mal et de la possibilité qu'on m'en fasse. J'ai trahi mes amis en les impliquant dans un projet de vengeance aveugle qui ne les concernait pas. En retour, ma représentation du monde a été écornée et ma capacité à accorder ma confiance s'est effondrée. Peut-être avais-je inconsciemment intégré que si l'amitié pouvait conduire au pire, il valait mieux s'en méfier. J'abordais les relations avec ambivalence.
écartelé entre la recherche d'un alter ego et la peur que nous finissions par nous déchirer. J'ai reculé à chaque occasion, devenant un loup des steppes qui offre sa chaleureuse compagnie, avec générosité mais sans vraie fidélité. Et la carapace forgée il y a 35 ans reste imperméable à certains sentiments. 5 notes résonnent dans ma tête. Je me tourne vers la platine en plastique noir, achetée il y a près de 40 ans. Wish You Were Here, évidemment. Voilà, merci. Quelle est cette passion de l'écriture que tu as depuis longtemps? Donc, ce n'est pas une passion de l'écriture, en fait, hein, c'est vraiment une passion des souvenirs, de la mémoire, du récit. C'est ça, en fait. Hein. Et donc, j'ai écrit plusieurs récits, mais qui sont tous autobiographiques et en partant de l'histoire, en fait. Donc, en racontant l'histoire de mon grand-père. L'histoire de mon grand-père, moi, je suis historien, je suis allé dans les archives, j'ai essayé de comprendre comment mon grand-père, ce qu'il avait fait vraiment pendant la guerre, qu'on me racontait par bribes, c'était un peu la légende familiale. Et donc c'est parti de là, c'est parti de petits bouquins dans lesquels il y a un peu des notes en bas de page, des bibliographies, mais où assez rapidement, ce qui m'intéresse aussi, c'est ce qu'on fait avec cette mémoire. Hein, au fond, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit de nous, de notre famille, de là d'où on vient? Et au fond, le fait que la vie de mon grand-père, ça dont je me rends compte, la vie de mon grand-père n'est pas exactement celle qu'on m'a racontée. Au fond, qu'est-ce que ça a comme conséquence sur la manière dont nous nous percevons? Et donc voilà, c'est pas une passion d'écriture, c'est pas une passion d'écriture, c'est vraiment du récit. Je ne pense pas que j'écrivais autre chose que des récits dans lesquels tout est vrai. Alors tout est vrai, on s'entend évidemment, tout n'est pas vrai. Tout passe par ma propre subjectivité. Et il y a des choses dont je sais maintenant qu'elles ne sont pas vraies, parce que des gens se sont reconnus, ils m'ont dit, tu sais, ça s'est pas passé comme ça. Ça, c'était pas comme ça. Ça n'a pas eu lieu. C'est l'interprétation du rêve que toi tu as eu. Oui, tout à fait. Moi, je me souviens à un moment donné de quelque chose, et quelqu'un m'a dit non, c'était pas tout à fait comme ça. Il y a parfois des histoires dont je ne sais pas la fin. Je ne sais pas la fin. Je raconte une histoire à propos d'un viol qui a eu lieu dans notre entourage, et un des personnages qui n'a pas assisté, qui n'était pas là, vient me voir après et me dit, tu sais, moi je sais ce qui est arrivé après. Je sais ce qui est arrivé à cette fille. Je sais, je l'ai accompagnée à la police après, etc. Je sais ce qui s'est passé. Je sais comment les gens qui avaient commis ces actes ont été poursuivis. Et moi, je ne sais pas du tout. Et donc, je dis, on n'a plus jamais entendu parler de cette fille. Mais d'autres en ont entendu parler. Et donc, c'est intéressant parfois aussi c'est pas une enquête, c'est pas un travail d'historien. J'ai téléphoné à personne. J'ai pas dit, dites les amis, vous vous souvenez de cette histoire-là, c'était comment? Non, c'est vraiment ce qu'il en reste. Hein, donc, c'est une interprétation. Et il y a beaucoup de musique aussi, c'est pour ça que j'aime bien parler de la toute première scène qui finit avec Laura Mvula, une chanteuse très contemporaine que j'écoute sur YouTube, et la dernière qui finit avec Pink Floyd sur la platine. Parce que tout au long du récit, il y a la musique, parce que quand on réfléchit à certaines périodes de la vie, évidemment, on se souvient de ce qui a rythmé ces périodes. Hein. On se rappelle ce qui passait à la radio. À un moment donné, je dis, ben, à ce moment-là, on était ensemble à tel endroit, et notre travail était rythmé par Khaled, qui chantait Aïcha. Et ça, je m'en suis souvenu en l'écrivant encore. Je me suis dit, ah oui, on était à la radio, il y avait Khaled. C'était important pour nous. Ça nous a marqué, quoi. Non, en plus, quand quelqu'un te dit non, ça ne s'est pas passé comme ça, ou c'est pas comment et tout ça, ça ne veut toujours pas dire que c'est ça la vérité. Parce non, bien sûr. Lui aussi bien peut bien sûr, oui, ça va fantasmer autre chose dans son souvenir. Donc, on ne sait jamais, finalement. Oui, et alors, il y a même une histoire où un garçon, il a mon âge, mais on s'est connus à 3 ans, et alors il me dit, mais cette histoire-là, je ne suis pas sûr qu'elle se soit passée. Donc ça le concerne, lui. Il dit, je ne suis pas sûr. Je dis, moi je m'en souviens bien. Il dit, moi pas, mais je me souviens de quelque chose. Et je ne suis pas sûr que ça se soit passé comme ça. Et donc c'est marrant. Hein, mais effectivement, ce n'est pas par hasard si on se souvient d'une version. Non, mais ça pose un problème vraiment. Moi, par exemple, je suis daltonien dans mon souvenir. Je me souviens qu'une voiture est rouge alors qu'elle était verte. Je pourrais aller affirmer à la police que la voiture était verte. Oui. Donc tout d'un coup, on ne peut même pas se faire confiance à soi-même.
tu vois. Est-ce que c'est pas une question de mémoire sélective? Puis la mémoire est continuellement reconfigurée Oui, par ce tout à qu'on fait. vit, parce qu'on voit. Mais ce qui est Quand on intéressant, voit c'est que des parfois, méthodes, on peut se souvenir de l'image alors qu'elle n'est pas vraie. Ouais. C'est ça que moi je Oui, trouve. c'est tout à fait curieux. Il y a des choses, je vois l'image et puis je sais que ça n'est pas vrai. Je sais maintenant que ça n'est pas vrai. Ça ne s'est pas passé. Et je le vois. Moi, il y a une question qui m'a toujours intriguée, c'est-à-dire que quand on dort et qu'on rêve, normalement on rêve des gens qu'on connaît. Et parfois je rêve des gens que j'ai jamais connus. Alors d'où est-ce qu'ils sortent ces gens? C'est Tout à fait. C'est très bizarre, hein? C'est très souvent, oui. Je- Il y a même quelqu'un dont je me suis souvenu le nom, que j'ai rencontré dans un train, dans un songe, et j'ai gardé ce nom dans mon souvenir pendant de nombreuses années parce que je me disais celui-là je vais le rencontrer. Nom, prénom, on s'était présenté dans le rêve. Et donc, je me dis, bon, alors, Tu as eu un je parcours tiens quelque professionnel chose de tangible, extraordinaire. il y a un nom et un prénom. Quoi. Tu as rencontré des gens au cours de ta carrière professionnelle, dans un cercle plus privé, tu as rencontré des gens, si tu n'as pas envie de faire une sélection de biographies, courtes biographies, de personnages célèbres que tu as croisés. Moi, je n'ai pas rencontré de gens très célèbres, mais non, mais parfois ils apparaissent. Donc, Parfois ils apparaissent, François mais ils ne sont pas Skeuten, par exemple, développés. apparaît ici. On ne dit pas que c'est François Skeuten, mais c'est François Skeuten, et les gens l'auront reconnu. Et alors, c'est parfois sur des choses, mais qui sont importantes pour le récit. Par exemple, François Skeuten apparaît ici parce qu'un jour, on est jeune et on travaillait à une exposition, et lui, il est scénographe, et à un moment donné, il y a un problème qui se pose, il y a un gars qui est là, mais qui est un jeune gars, qui a 30 ans, et qui propose une solution, et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, mais oui, évidemment, c'est ça la solution, tu as raison, c'est comme ça qu'on doit faire les choses. Et ça m'avait frappé que Skeuten, qui était déjà une icône à l'époque, hein, c'était un type qui avait déjà beaucoup publié, qui n'était pas du tout un but de lui-même, mais pas du tout. Et il avait cette ouverture d'esprit qui, malgré les plans, parce que lui il vient avec des plans, des trucs, des machins, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, là. Puis à un moment donné, il voit qu'il y a un dispositif qui ne marche pas du tout, ça n'ira jamais. Et il y a quelqu'un qui lui propose une solution, qui n'est personne. Enfin, qui n'est personne, tu vois ce que je veux dire, hein, qui n'est pas ni connu, ni spécialiste, qui n'a pas de 36 diplômes de scénographe, et il dit, bah oui, évidemment. Avec une simplicité comme ça. Et donc, parfois, il y a des gens qui apparaissent. Il y en a un autre qui apparaît, qui a perdu les élections la semaine passée, mais ça, c'est très drôle aussi, le personnage odieux, vraiment odieux, qui à un moment donné, je rencontre ce personnage, rien n'était là, on rencontre ce personnage, il est odieux. Il est odieux. Et ça devient très rapidement une espèce de contre-exemple. Et voilà, nous, on n'est pas comme lui. On n'est pas comme lui. Et puis il devient président d'un parti politique ridicule qui perd les élections. Et donc c'est comique, hein. C'est comique. C'est comique. Un parti qui est tout petit. Hein. Ton hobby pour la dégustation d'un certain produit, tu n'as pas envie de faire une anthologie de tel Ah, eh bien, écoute, figure-toi qu'à un moment donné, on me l'avait proposé, et puis ça ne s'est pas fait, mais oui, ça c'est autre chose. Donc j'aime la bière, hein, donc j'aime la bière, donc je goûte des bières. Oui. Et donc, mais ça c'est autre chose. Mais tu as, Oui, ça je pourrais faire. tu as accumulé pas mal de connaissances sur le sujet, quoi. Donc tu as de quoi faire, quoi. Oui, mais des connaissances de curieux. Moi, je Oui, suis un oui. curieux. Fondamentalement, Voilà. je suis un curieux. Donc, c'est des connaissances de curieux, pas des connaissances scientifiques. Non, partir à la recherche de, la trouver, c'est ça qui est gai, quoi. Oui, tout à fait. Jean-François, merci beaucoup. Si, bravo. Je vais céder la...